tout ce bouillonnement dont on parle dans les années 60, 70. Et après, autre chose arrive, c'est le code, c'est la programmation, et qui va ouvrir tout un autre champ. Donc, on va en parler aussi. Mais déjà, donc, cette apparition du code, qui est un langage crypté pour beaucoup, il va être utilisé de différentes manières, soit très fonctionnel ou plus poétique. Ça, c'est intéressant quand tu dis crypté. Ça pourrait nous renvoyer aussi à la cryptographie, à tout ce qui se passe actuellement, on y reviendra peut-être, mais c'est crypté. Et moi, aux Beaux-Arts, ce qui me passionnait, c'était la peinture. Quand j'ai vu le premier ordinateur arriver, j'ai regardé ça un petit peu comme ça, comme beaucoup de gens. C'est étonnant d'apprendre ça. Eh oui, j'étais même plutôt contre. Et puis, je me suis amusé sur un Atari, et puis après, ça m'a un petit peu poursuivi. Mais c'est intéressant quand tu dis un petit peu comme crypté. Moi, ça m'a fait penser, et récemment, hein, en discutant ensemble il y a quelques jours au téléphone pour préparer un petit peu cet entretien, pour la première fois, je me suis dit, tiens, c'est marrant, récemment, il y a quelqu'un qui me parlait de la musique et qui me disait, la musique, c'est intéressant de savoir la lire. Moi, je pense qu'on peut faire de la musique sans forcément lire le solfège. Mais c'est vrai que ça ne peut que aider. Et bien, je pense que c'est exactement pareil pour le numérique. Je pense qu'on peut faire des œuvres numériques sans nécessairement lire le code. Mais ça ne peut pas nuire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, mes étudiants, qui sont meilleurs que moi en code, on a des outils créés par des artistes d'ailleurs, comme Processing, on y reviendra peut-être. On code à gauche et puis à droite, on fait Run et on voit à droite, ou on voit derrière, ou on voit devant. Parfois même, on peut, avec certaines autres formes de code, quasiment voir en temps réel, en intervenant, on voit ce qui se passe. Ça s'appelle le live coding. Mais à l'époque, c'était des lignes et des lignes et des lignes, une capacité d'abstraction extraordinaire, comme Mozart quand il écrit sa symphonie tout seul, pour s'imaginer qu'est-ce que ça va donner. Et là, après, il fallait lancer l'impression, notamment sur des plotter drawings, des traceurs, et puis voir progressivement l'image qui allait arriver, et puis parfois même en mettre plusieurs pour faire une animation. Enfin, c'était d'un fastidieux absolu, mais ça faisait surtout, beaucoup plus qu'aujourd'hui, appel à une capacité d'abstraction, à une capacité de se projeter dans le code. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est aujourd'hui, c'est que les premiers artistes de cette génération, beaucoup sont vivants, Vera Molnar, Manfred Mohr, Fredenacke, ils témoignent de ce qui s'est passé, et leurs œuvres commencent à arriver sur le marché. Il faut parfois beaucoup de temps à ce que les œuvres arrivent sur le marché, et arrivant sur le marché, elles sont aussi en train d'arriver dans les institutions. Et ça, je pense que c'est très important pour la reconnaissance de ces formes-là. Les plotter drawings, j'en ai vu encore un il n'y a pas longtemps au ZKM, un escargot d'ellipse des années 60, c'est magnifique, et il faut comprendre qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes outils pour le faire. Alors, bon, je parlais de langage crypté, et tu as bien fait de parler aussi de toute cette fascination aussi pour une autre forme d'abstraction, quelque part, qui est technologique et qui passe par ce langage. Donc, je parlais de langage crypté, évidemment, pour te lancer là-dessus, mais quelque part, en même temps, l'usage de l'ordinateur a aussi permis peut-être de sortir de l'ombre aussi certaines pratiques audiovisuelles. Et donc, finalement, oui, le langage invisible spécialisé de la programmation est une chose que tout le monde, évidemment, ne maîtrise pas, mais en même temps a permis peut-être de rendre la production faite à partir de ça plus accessible à tous. Je dis ça parce que l'image vidéo, enfin, l'art vidéo a été un art aussi beaucoup plus underground dans les années 60-70, et j'ai l'impression que là, avec, je ne sais pas, les immatériaux, qui a été, pour moi en tout cas, une grande expo du Centre Pompidou dans les années 80, j'ai l'impression que justement, tout cet art issu de l'image, de l'ordinateur, devient, on va dire, est proposé au public qui peut plus facilement, disons, plonger dedans dans cette grande noirceur et dans cette immatérialité qui devient plus accessible à tous, parce que tous commencent à avoir plus accès facilement à toutes ces technologies. C'est intéressant que tu mentionnes les immatériaux qu'on a vus, qui a un peu changé nos vies. Moi, j'ai vu cette expo.
je l'ai pris un peu frontalement, comme ça. J'habitais encore à l'époque Bourges, je venais autant que possible à Paris. Et là, j'ai vu ça, je me dis, de quoi s'agit-il? Et puis, c'est intéressant de parler aussi des débuts et des démocratisations. C'est-à-dire, on aime les débuts, hein, en histoire de l'art, la première photo, le premier film. Et si on revenait à l'art vidéo, les premières vidéos, elles ne sont pas liées à une véritable invention, elles sont liées à une petite innovation infime. C'est le Sony Portapak que tu connais, hein, dont on connaît la forme, qui est une caméra Sony portative et moins chère. C'est encore un petit peu cher, mais c'est moins cher. Et ce qui va être très important dans les années 80, c'est le début de la démocratisation. Et tu le dis justement quand tu dis ça va rendre visible. Ben oui, c'est comme en photographie. Évidemment que Niepce et Daguerre, c'est essentiel, Fox Talbot et les autres, mais quand même Kodak, quand il dit vous appuyez sur le bouton, on s'occupe du reste, il est évident qu'il y a des générations de photographes qui vont émerger de cette simplification, de ce service, et qui vont être les utilisateurs devenant artistes de choses qui deviennent accessibles. Et bien moi, j'aime les médias, les techniques, les objets techniques, hein, pour renvoyer aussi à l'histoire des techniques, quand ils deviennent accessibles. Et dans les années 80, ce qui est intéressant, c'est que les ordinateurs, ils rentrent dans les foyers. Mais attention, les ordinateurs, moi je me rappelle de mon premier Atari chez un ami, où on dînait, puis dès que je pouvais, hop, il en avait un, j'en avais pas, donc je m'éclipsais, j'allais dans sa chambre, et puis je dessinais avec des gros points comme ça, c'était noir et blanc. Je préférais faire de la peinture, donc tu comprends. Donc ça commençait. Et en même temps, les années 80, finalement, il y a deux mondes informatiques. Il y a la micro-informatique qui arrive, et puis il y a les stations de travail qui commencent à devenir puissantes. Finalement, la véritable informatique vraiment créative, ce n'est pas encore les années 80. Donc quand on parle du personal computer et de la démocratisation, oui, du tableur et du traitement de texte. Mais dans les outils graphiques, ce n'est pas sûr. Cela dit, tu as raison, quand on parle de ces stations graphiques, c'est aussi, et puis d'artistes qui utilisent des techniques ou technologies ou l'électricité ou des synthétiseurs. Je pense au Vasulka, par exemple. Il va y avoir une espèce de porosité dans les années 80 entre les pratiques du numérique, de la vidéo qui n'est pas encore numérisée, mais avec des synthétiseurs analogiques. Et il y a comme ça, il se forme comme ça des espèces de courants. On parle d'art vidéo, après on parlera de vidéo dans l'art contemporain. On parle d'art et de technologie, après on fait des expositions comme ici où on considère les technologies en termes d'outils, en termes de sujets. Mais il me semble que si les années 60, il y a un début de frémissement, les années 80, ça se met vraiment en place. Alors justement, là, on va se rapprocher un peu de notre temps présent avec justement le type de technologie qui nous entoure actuellement dans cette exposition qui s'appelle Decision Making. Je ne l'ai pas dit au début, mais j'en profite pour le dire, et qui réunit beaucoup d'artistes utilisant donc des formes très diversifiées d'art. Et donc, justement, on va parler de quelques-unes de ces tendances qui sont évidemment favorisées par la technologie, comme par exemple l'interactivité. Beaucoup d'œuvres interactives commencent à voir le jour dès les années... enfin, il y en a toujours eu quelque part, mais avec les années 90 et beaucoup... donc, cette interactivité est une de ces tendances, je pense, d'un art plus associé aux technologies que nous, disons, manipulons tous un peu aujourd'hui. Et c'est intéressant quand tu dis elles étaient déjà là, mais elles deviennent plus visibles. Moi, un jour, j'avais fait un entretien comme ça, puis une phrase était sortie, bon, peut-être un petit peu sortie de son contexte, où on comprenait que je disais les arts numériques avaient émergé dans les années 80, ce qui n'est pas vrai, puisqu'ils sont devenus plus visibles, comme tu viens de le dire. Et puis, on a parlé d'interactivité avec les années 50, donc ce n'est pas lié aux années 90. Mais comme tu le dis, il y en a de plus en plus. Ça, c'est vachement important. Et dans les années 90, il y a les capteurs, les technologies, l'open source, tout devient plus accessible. Techniquement, ça devient aussi un petit peu plus facile. Ce n'est pas encore aussi facile qu'aujourd'hui. Mais donc, il y a des artistes, une génération d'artistes qui vont avoir moins besoin, ou peut-être plus besoin, ou plus du tout besoin de collaborer avec des ingénieurs, comme tu évoquais tout à l'heure, dans le travail collectif des années 60. Bon, là, on peut penser notamment à Maurice Benayoun, mais aussi à des artistes comme Miguel Chevalier, Catherine Icam et quelques autres qui ont... Moi, j'avoue
quand j'ai découvert mes premières œuvres interactives, Jeffrey Shaw, quantité d'autres, hein, dans les années 90, ça correspond à une époque où moi j'arrive à Paris, je vais aux expositions Artifice de Jean-Louis Boissier à Saint-Denis, Paris 8, où je suis inscrit. Et là, je vais me confronter, Edmond Couchot, qui est décédé il y a quelque temps, je souffle dans un spiromètre et il y a une plume qui fait ça. Je me dis, waouh, il se passe quand même quelque chose, quoi. Je fais ça et la plante en miroir fait ça aussi. Et là, j'ai plein d'œuvres à l'esprit où il se passe quelque chose, non pas simplement dans le regard ou dans l'écoute. Moi, je viens de la peinture, hein, Piero della Francesca, ça a changé ma vie. Mais là, j'entre dans l'œuvre. J'entre dans l'œuvre, nous entrons dans les œuvres. Et nous entrons, le grand public entre dans les œuvres, puisque ça va être dans des festivals comme Ars Electronica, qui est encore une fois aussi plus ancien que les années 90. Mais il y a de plus en plus de festivals dans le monde. En Europe, ça se multiplie. Et on va voir des biennales, des événements, des expositions, et on va rentrer dans les œuvres. On va avoir une espèce d'élasticité avec l'œuvre, on va se voir en miroir. Il se passe quelque chose dans le rapport, non pas simplement, je me rappelle, Thierry Goulzel, une vague qui se ralentit quand on approche. Moi, ça a changé ma vie, un petit peu plus tardivement d'ailleurs, mais dans ces questions d'interaction, je fais corps avec l'œuvre. Et ça, j'avoue qu'on l'a pris un petit peu en pleine face.